Bon, fait que on est-tu prêt? On le dit-tu tout de suite? Quoi ça? Notre secret. Le grand dévoilement. Le grand dévoilement. Ça va être gros. Ça va être gros, j'en ai gros. Un save the date? On en a gros. Save the date, la semaine du 22? La semaine du 22. Faites le commanditaire d'abord. OK, ça, on va commencer avec ça. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets, commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et, probablement, la meilleure bière au monde. Mardi 2 septembre, Frédéric Laure avec vous, en compagnie d'Olivier Brett. Bonjour, Olivier Brett. Salut! Avant-première. Non, hey, on a une belle annonce quand même à faire. Carlsberg nous sort. Oui. Nous sort probablement. Puis on a probablement une date, mais pas tout à fait encore. Fait qu'on va juste vous dire que la semaine du 22 septembre, on part en tournée. Là, il y a des jokes d'artistes québécois qui me passent par la tête. On va toutes les skipper. On va-tu grainer quelque chose? Okay. Non, trop tôt? On va pas en Gaspésie. Okay, je te confirme. Non, on va aller faire un tour au... Bruno, quoi? Je m'excuse. On va aller faire un tour au Bruno Sport Bar la semaine du 22. Restez à l'affût, on va vous partager ça dès qu'on a les détails sur nos plateformes de réseaux sociaux. Pour situer les gens, c'est dans Rosemont. Hein, c'est dans... Exactement. Près du métro Beaubien, notamment. Et c'est assez organique, là. C'est pas stagé, cette affaire-là. Écoute, on peut faire une plug sans gêne parce qu'on s'en va là. Mais on aime fréquenter l'établissement. J'ai fait mon lancement de livre là-bas. C'est vrai, j'y étais. Puis, on y est allé récemment aussi. On y est allé souvent pour regarder des matchs. C'est un endroit, si vous cherchez une place, là, il y a des bons endroits à Montréal, mais c'est une bonne place pour regarder des matchs, regarder du sport de manière générale. Bref, on a très, très hâte de vous y retrouver. Vous serez invités, puis on va essayer de... Oui, la semaine prochaine, on vous donne les détails, mais réservez votre date du 22 septembre aussi. Venez nous voir. Venez peut-être même participer aussi à l'émission. Tout à fait. On va vous donner les détails pour ça la semaine prochaine. Je m'excuse pour la joke. C'est pas tant l'action que le verbe que je trouve le fun. C'est quoi le verbe? C'est un néologisme. Ça a été inventé, je pense, en partie à cause de lui. Grainer. Je voulais juste que tu l'as dit. C'est un verbe d'action. Ouais. Non, mais tu sais comment je suis un amoureux de la langue aussi. OK, hey, avant... sans double entendre, comme diraient les anglophones. OK. Wow. Pendant que j'aime la langue, justement, écoute, attends une minute, là, c'est drôle, mais avant de commencer, je veux juste faire un coup de gueule. Ça fait longtemps que ça a commencé, mais vas-y. Depuis cette saison, la MLS est un peu à cheval à propos des drapeaux, d'accord? On porte une attention particulière à cause du conflit au Moyen-Orient sur les drapeaux que les supporters entrent au stade ou amènent au stade. Notamment les drapeaux palestiniens qui ont été en partie bannis à Columbus, même s'il y a un joueur de la Palestine qui est arrivé là-bas. Il y a des drapeaux israéliens, notamment avec l'Union, puis avec Charlotte aussi, qui ont été monitorés de très près. Puis même, on n'a pas hésité à enlever, à retirer des drapeaux, puis même à sortir à Columbus des gens pour avoir apporté des drapeaux de la Palestine. Donc, on est assez à cheval et assez rigoureux dans ce contexte-là. On veut pas que les choses prennent feu, en quelque sorte, dans les estrades, puis qu'on devienne trop politique, ou plus qu'on le devrait dans les stades ici en MLS. Puis les cercueils, c'est quoi la politique? Non, mais c'est ça. J'arrive... l'autre chose aussi, à Montréal, déjà, le collectif Impact a été puni, pas droit notamment d'amener de drapeau pendant quelques matchs aussi. Donc, te dire qu'il y a des mesures qui sont prises à travers la MLS, puis même au niveau local aussi, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement par rapport au drapeau, des débordements nono aussi. Ouais. De voir un drapeau du Québec à Toronto dans la diffusion, nous, je pense qu'il est passé sur Apple TV, avec le mot « merda » dessus, les gens du Toronto FC devraient s'excuser, devraient s'assurer de bannir cette personne-là du stade, puis du moins de la bannir, je ne sais pas de la bannir longtemps, mais au moins de la suspendre. C'est inacceptable. Si ça avait été n'importe quel drapeau, ça aurait créé un tout autre tollé. Puis je suis pas tu me connais, je suis pas capitaine Québec. Loin de là, puis je veux pas être capitaine Québec. Mais dans les circonstances, dans un derby, dans un classique canadien, je trouve ça extraordinairement
stupide de pas être intervenu plus rapidement, alors que dans plein d'autres occasions, la MLS l'a démontré, ils sont intervenus, puis ils ont été clairs. J'espère cette semaine voir un communiqué, ou du moins une communication de la part du Toronto FC, à savoir que cette personne-là qui a amené un drapeau du Québec avec le mot « merda » dessus, j'espère qu'il sera empêché de stade pendant quelques temps. On était très heureux de vous avoir à cet épisode d'Au fond des filets. On s'en reparle la semaine prochaine. Puis on va finir aussi de te dire, hey, puis en même temps, dans la même veine Toronto, là, il y en a des francophones à Toronto, je le sais, puis il y en a des francophones en Ontario. Il y a une grosse communauté francophone. Si à Nashville, cibole, vous êtes capable de trouver quelqu'un qui fait 2 lignes en français dans votre hymne national canadien, à Toronto aussi, de tous les âges, de tous les gens. Encore là, je veux pas être capitaine Québec, mais à mon année, il y a un bout. À Nashville, mon gars, en plein cœur du Tennessee, ils ont fait l'hymne national dans les 2 langues. Du moins, ils ont fait 2 phrases en français. Ça te fend-tu le cul, ça, de faire 2 phrases en français? Visiblement, Nashville, non. Mais à Toronto, on n'a pas trouvé de francophones pour... ou du moins, nos anglophones, ils ont un trop gros accent pour faire 2 phrases de l'hymne national en français. Qu'est-ce qui a le moins de classe? Le drapeau à Toronto ou Luis Suarez qui crache dans la face d'un membre du staff de Seattle? On va-tu là direct? On commence à voir, oui. On fera du montage. P.O. Beep it, got on the beeper. Non, hey, tu sais, ça fait la 3e. Je regardais ça hier, c'est la 3. Il a été suspendu 3 fois pour avoir mordu des gars. Moi, je me rappelais pas que c'était 3 fois. Oui, t'avais Ajax, t'as l'Italie. Ivanovic puis Chiellini. C'est ça. Chelsea. Ouais. Puis après ça, Sergio Busquets aussi. As-tu vu Sergio Busquets qui demi-punch? Ouais. Sais-tu qui demi-punch? J'en parlais de ça. Écoute, ça n'enlève rien là, parce que c'était quelqu'un qui est majeur, mais c'est Obed Vargas qui a 20 ans. Busquets, il a quoi, 36? Ouais. Mais Luis Suarez, moi, ce qui me fait halluciner là-dedans, là, c'est que tout ça se passe pas en 67, quand les caméras étaient presque encore en noir et blanc, tu voyais pas. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Tu penses que ça se retrouvera nulle part? Je veux dire, mais non, mais l'absence de jugement. On vient d'en parler, ça fait 3 fois. L'absence de jugement. Qui mord du monde. As-tu vu le trainer de Seattle? Sa réponse, ça a été ça. Ça a été, je sais pas c'était quoi la réaction. Là. As-tu été choqué qu'il te crache dessus? Ou il dit, je m'attendais à ce qu'il me morde. Fait que c'est comme moins pire. Et je veux dire, c'est hallucinant. Hey, bravo Seattle. Moi, juste pour ça, là, bravo. Mais j'ai lu des commentaires par rapport à Luis Suarez. Puis là, naturellement, c'est l'Inter Miami, donc ça laisse personne indifférent. Plusieurs gens disent, c'est un beau test pour la MLS, c'est un gros test pour Todd Garber. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va le suspendre? Nous, on est mardi matin, 10h20 à peu près. On sait pas la suspension. S'il y a suspension, elle n'est pas arrivée. Mais M. Mass, peu importe c'est quoi la suspension, il va dire que c'est... Non, mais c'est ça. Mais attends une minute. Puis on a déjà mis un certain standard. C'est pas la même affaire. Puis Messi a été suspendu pour le match des étoiles, un match. Alors, si tu t'as suspendu Messi, je m'attends à ce que Suarez soit suspendu. C'est ça mon point. En compétition continentale ou en MLS? Parce qu'ils vont trouver un loophole pour ça. Là. Je pense pas. Puis c'est ça mon point. C'est que la pression n'est pas sur Don Garber, sur la MLS. Je trouve ça un peu cheap de la part des commentateurs de le faire. Oui, Garber doit mettre ses culottes, mais un qui doit mettre ses culottes, c'est Jorge Mas. Parce que justement, le propriétaire et David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, sont 2 gars qui poussent puis qui sont très loquaces dans la presse à propos des changements. Eux autres, ils mettent de l'argent. D'ailleurs, ils trouvent des façons d'intégrer des joueurs. Rodrigo De Paul aussi, c'en est un. Toute la Ligue s'est demandé comment ils vont faire pour l'intégrer dans la masse salariale. C'est impossible. Ils trouvent des façons. Puis eux, leur argument dans ces moments-là, c'est en disant, hey, nous autres, on met de l'argent puis on tire la Ligue vers le haut. Suivez-nous. Puis quand on fait le changement de calendrier, ils en parlent à ESPN. Ils en parlent ouvertement. Puis ce sont parmi ceux qui sont les plus moteurs, mais les plus aussi ostentatoires, j'oserais dire, de la MLS. Jorge Mas, justement, s'est levé pour défendre Messi par rapport à sa suspension du match des étoiles, puis avec une certaine raison puis une certaine pureté, en disant « Hey, est-ce que tu suspends quelqu'un pour
un amical? Est-ce que tu suspends quelqu'un pour un faux match alors que, surtout le week-end d'après, on avait un match face à Cincinnati qui était pour la première position? Sportivement, puis en termes de santé, ça se défend, surtout pour un gars de son âge. Tu joues le pur. Là, c'est indéfendable. Non, exactement. Tu joues le pur. Mais si t'es pur à ce point-là, puis si t'es vraiment moteur, ce clip-là fait le tour de la planète soccer en ce moment, sans contexte. Hein. C'est juste le crachat de Luis Suarez, tout le monde fait « Ah », puis il se tourne vers la MLS. Si t'es un vrai leader à MLS, comme Mas et Beckham veulent l'être, ça serait à eux de sanctionner leurs propres joueurs. Ça sera à eux de dire « Hey, mon gars, là, il nous reste 9 matchs, prends 3 matchs de vacances, réfléchis un petit peu, c'est pas comme ça qu'on travaille ici à l'Inter Miami, puis ultimement en MLS, parce on fait partie, c'est comme le capitaine en ce moment à l'Inter Miami de MLS. Moi, je pense que au-delà de Garber, qui a le dos large, assurément, parce que c'est le commissaire, je pense que ce sont les propriétaires de l'Inter Miami, Jorge Mas puis David Beckham, qui, eux, ont de la pression cette semaine. Tu sais quoi, la seule chose qui accote presque ces deux dossiers-là et qui me désole? Quoi? C'est les 4h20 que ça m'a pris revenir de Québec hier. C'est la route? Ouais, as-tu remarqué ça, d'ailleurs? Non, mais pour vrai, là. Puis là, moi, je suis ouvert à vos commentaires. Là. Écrivez-nous. Quand est-ce que c'est... Il y a eu de l'inflation du temps... De circulation. Sur l'autoroute, proportionnelle au prix du beurre puis au prix de la vie. Non, mais pour vrai, ça m'a toujours pris max 3 heures faire Québec-Montréal. Puis 3 heures, t'avais du trafic. Là. 4h20, il n'y a pas d'accident nulle part. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Il y en a partout. Hein. J'étais à Toronto en fin de semaine. C'était impossible. Il y a tellement de fêtes à Toronto, tellement d'affaires qui se passaient. Es-tu allé voir les Jays? Non. Non? Ils jouaient contre les Brewers. Il y avait Dua Lipa. J'ai essayé de la croiser. J'ai pas croisé. Il y avait la CNE. J'ai essayé de la croiser. Ben oui, mais là, je me suis... c'est quoi ton plan, mettons? Tu dis-moi, là, aujourd'hui, là, je me lève. Là, moi aussi, j'ai 2 lèvres. Dua Lipa, c'était mon pick-up line. Moi, hey, Dua, moi aussi, j'ai 2 lèvres. Ah, ça veut pas dire 2 lèvres, Dua Lipa? Charmant, non? Brewers? Je suis pas allé aux Brewers. Je suis pas allé au CNE, Canadian National Exhibition. C'est une espèce de foire, une kermesse autour. Ça, c'est l'enfer. Tu peux pas rentrer au stand. Je passe à travers. Mais il fallait que je convainque des gens de me laisser passer à chaque fois. Ah ouais, c'est ça. Puis pour quitter à la fin du match, d'habitude, c'est l'enfer. Ouais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, tout ça est près du stade, près du BMO Field. Puis le BMO Field est aux abords du lac Ontario. Et, bref, t'as nulle part où aller. T'as presque une manière de rentrer, une manière de sortir. Puis ça devient l'enfer à ce moment-là. Puis il y avait aussi le show des avions, mon gars, à réaction. Ah ouais. Les F-18. D'armée, là? Ouais. Ça fait du bruit en tas. Il n'y avait pas ceux qui brisent le mur du son. Ça, à ce qui paraît, c'est extraordinairement douloureux. Les animaux, d'ailleurs, tu sais comment j'aime pas les animaux, mais à ce qui paraît, les chiens capotent aussi à Toronto. OK. Moi, j'ai vu ça à San Francisco. J'étais un petit peu déchiré. Parce que... Les avions qui... Ben, tu sais, c'est les Américains qui font la grosse promotion de leur armée. Ça va un brin... c'est pas parfaitement aligné avec mes valeurs. On va dire ça comme ça. Mais c'est un peu cool. Il y a un thrill, mais en même temps, quand tu es au parc, moi, je suis allé aux îles de Toronto. D'ailleurs, tiens, on va rester dans le tourisme. Si vous allez à Toronto, allez aux îles. C'est un peu... écoute, c'est comme un peu Compostelle, c'est-à-dire que c'est long puis il y a plein de monde, j'imagine. Non, c'est pas super que ça. Ça dépend. Moi, je suis allé à... C'est pas super que ça? Non. Je sais pas. Faudrait demander Dave Morissette. Je suis allé là, puis bref, ça faisait... à un moment donné, en après-midi, tu as 2 heures où tu peux pas te parler. T'es à côté, tu peux pas te parler, c'est pas agréable. OK. Mais c'est une place cool. Bref. Là, bravo Seattle, bravo Brian Schmetzer, qui a failli être le coach du CF Montréal à l'époque. Hein? Tu sais que c'était entre lui, notamment Jesse Marsh, puis l'autre, c'était Brian Bliss, je pense. Ça aurait jamais marché, ça. Brian Schmetzer, trop fin. Ben, trop relax. Ouais. Tu sais, il donne l'impression que il n'y a rien qui presse. Ce sera pas long. Ouais, j'ai réfléchi. C'est pas négatif, là, c'est juste que c'est déstabilisant. Tu le regardes, tu l'écoutes. C'est vraiment comme un prof d'université là, qui t'explique son plan, qui est ultra savant. Mais il est un peu weird aussi, mais fun weird. Brad Schmetzer, c'est l'entraîneur des Sounders de Seattle. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Puis qui a gagné la MLS Cup. Là,
Mais, La Coupe des Ligues. Mais qui est aussi. non, mais il a tout gagné, en c'est fait. ça. C'est ce que je voulais dire. Mais ça ressemble à quoi, un speech d'avant-match inspirant de Brian Schmetzer? C'est-tu quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Non, je pense que c'est lui. J'ai- Non, il y en a eu plusieurs, des sketchs. Non, je pense pas des sketchs. C'est ça. Des sketchs. Ouais, moi, Mais bravo. ces médias sociaux, c'est des sketchs. Tu parlais de Toronto, puis on va y revenir. La semaine dernière, là, tu disais, pour raconter une bonne histoire puis avoir une bonne rivalité, ça prend un méchant. Ouais. Miami, c'est le méchant de la MLS en ce moment, je pense. Parce que pour tous les autres, tu as les gens qui suivent Messi, mais ça te donne quelqu'un... Tu sais, moi, j'apprécie Seattle, mais je suis surtout content, au fond, que Miami soit passé à côté. T'es le genre de gars-là. Non, qui mais... se réjouit du malheur des autres. C'est faux. C'est faux. Quand tu fanfaronnes... Mon gars. Quand tu fanfaronnes, quand tu craches d'en face du monde, quand tu plains du format des séries l'année passée, quand justement les règles qui sont connues, puis même si on disait tout à l'heure là, que c'est vrai que rater le match des étoiles, maintenant, surtout pour un gars comme Messi, mais tu les connais, les règles, c'est pas surprenant, puis là, tu viens t'en plaindre, mais tu t'en serais pas plaint pour personne d'autre. Quand tu adoptes cette posture-là, est-ce que je suis content de voir un club, surtout comme Seattle, qui gagne? Oui. Désolé. Puis ça, je m'en gêne pas. Toronto. Non, pas Toronto. Vas-y. Avant. Vas-y. Parce qu'il faut revenir sur la semaine dernière. Là, on a beaucoup... Ouais. Le joueur défensif? On a un gros agenda aujourd'hui. Oui. Hey. C'est parce qu'on a demandé aux gens de nous faire des commentaires sur YouTube. Moi, j'en ai parlé aussi au staff. Puis j'en ai parlé à RDS. Ah, mais je veux pas aux commentateurs de RDS, aux légendes que sont les Berniers. J'en ai parlé au staff. Je veux pas trahir ce qu'ils m'ont dit, mais l'impression que j'ai eue, en fait, pas l'impression, mais quand on a discuté de ça, ils étaient dans le même esprit que nous autres. J'ai dit, c'est qui le joueur défensif? T'es comme, faut que t'en choisisses un puis que tu trouves un narratif. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Mais de tout ça ressort une affaire, puis je sais pas si ça sera la même chose par rapport aux commentaires de Pat puis de Laurent Simon, mais il y a un nouveau top 3 qui se dégage. Oh, vas-y. Petrasso est toujours là. D'ailleurs, Petrasso est top 1 en général, si je vois la réponse des gens. Puis là, je veux parler au coach après ça, Olivier Brett, le coach. Lautouri est là encore. Puis les gens ont mis Bougaï. Plusieurs ont parlé de Bougaï. Mon point, c'est... ça fait 2 matchs qu'on l'a vu. Puis c'est ça mon point que par rapport à Petrasso. Vous regarderez les matchs, là. Puis c'est quelque chose qui est très important en hockey. Le contrôle du gap, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre le joueur qui a la rondelle ou le ballon et le défenseur aussi. Ce qui permet justement aux joueurs de dribbler, d'avancer puis de prendre un peu l'ascendant sur le défenseur. Petrasso a beaucoup de problèmes avec ça. J'en ai parlé avec Vincent aussi dans le reportage, puis il disait, c'est ça aussi depuis le début de l'année à propos de Petrasso. Par contre, pour être fair avec lui, ça n'a pas été... je pense pas que ça a été très dommageable pour nécessairement combien de fois t'as fini un match? Combien de fois t'as fini un match en disant Petrasso est passé à pas souvent. Pas à travers, mais où on a perdu. Si on avait été meilleur, c'est ça. C'est là la question que je te pose. Puis je te dis ça parce que c'est à la lumière des 2 derniers matchs. Austin contre Bucari, il a souffert. Il a vraiment souffert. Ouais. Contre Corbianu aussi, il a souffert. Mais sans conséquence. L'entraîneur, en toi, tu dis-tu, si je suis l'entraîneur adverse, hey, ce gars-là, on l'attaque. Si t'es l'entraîneur du CF Montréal, tu dis, hey, ce gars-là, attention, faut le protéger, ou au contraire? Mais c'est vrai qu'il a souffert. En même temps, il n'y a pas une... Il souffre souvent plus bas sur le terrain. Ce qui fait que le gars n'est pas vraiment capable de rentrer puis se prendre un angle. Tu sais, Corbeanu, quand il battait, il était rendu à la hauteur des 6 mètres à peu près sur la droite de la surface de réparation. Puis là, il essayait de piquer des ballons ou de prendre des tirs d'un angle plus compliqué. Tu as l'impression que ça met un vent de panique, mais c'est pas la même chose que s'il était gambler. Il essayait de défendre 40 mètres plus haut sur le terrain, puis là, Corbeanu, il était capable d'attaquer le défenseur central. C'est rarement ça. Mais c'est vrai que ça peut le mettre en difficulté. Patrice Bernier soulignait par contre, quand j'ai parlé de ça, il dit il y a des stats là, pour un défenseur latéral. Là. Il y a 2-3 passes décisives. 2 buts, 3 passes. Tu sais, je veux dire, combien de gars ont 3 passes décisives? C'est sur le 11 de départ, tu avais Prince Owusu qui en a 5. Ouais.
Après ça, c'était Petrasso à 3, je pense. Puis, tu sais, c'est quand même... pour moi, c'est des chiffres qui sont relativement importants. Mais là, ça revient à ce qu'on disait. Tu te bases sur quoi pour donner le joueur défensif de l'année? Pour vrai, là, le seul, puis ce sera pas lui. Je continue de penser que ce sera pas lui parce que moi, c'est les mêmes noms qui sortaient aussi. Petrasso, Bougaï, Lettori, peut-être un peu moins. Mais le seul où tout le monde qui regarde, qui comprend un peu ce que ça implique, le seul où tout le monde va dire il est incroyable défensivement, c'est Prince Owusu. Parce que les autres, David Bougaï, tu peux dire c'est intéressant, mais est-ce qu'il t'a vraiment sauvé des matchs? Tu sais, il fait des erreurs. Ben, il a fait. Ouais, mais de jeunesse qui en a aussi. pas fait? Non, de la pire défense. Je veux dire, c'est là où ça devient tough un peu de justifier. Tu y vas presque par défaut. David Bougaï. Moi, je trouve qu'on a le nez collé sur l'arbre aussi, hein, parce qu'il y a le début de saison aussi. Ouais, mais... Est-ce que le début de saison vaut moins que la fin de saison? Ben non, mais le problème, c'est que c'est des pommes et des oranges. Début de saison, t'as George Campbell qui est là aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Il y en a, je me souviens pas c'était qui. J'avais la discussion avec Jasmin Leroux, Patrice Bernier, puis Laurent Simon. Puis il y a quelqu'un qui a fait mention de George Campbell. Pour moi, tu peux pas donner ce trophée-là à un gars qui est parti. Je veux dire, peut-être. Le seul, je te dis, où tu repasses match après match, puis tu dis, il est toujours là. Il fait de toi une meilleure équipe sans le ballon. Il t'a sauvé le derrière par son travail. C'est Prince Owusu. On a dit que c'était un hot take, ça, aussi, Prince Owusu, on faisait du show de la boucane. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Non, c'est comme un peu pas indéniable, mais irréprochable défensivement à sa position. Ben voyons donc. C'est ça, parce que moi, je pense pas que le Touré, même si le Touré, où il y a des gens qui en parlent beaucoup, il a été nécessairement irréprochable, il a gratté une tonne de ballons nécessairement. Puis il est bon en ce moment, c'est pas tant pour son abattage défensif que pour sa capacité à briser des lignes, à dribbler, à être accélérateur. Je suis d'accord avec toi. Hey, tu dis Corbeanu? C'est drôle, j'ai juste une anecdote. Parce que, c'est comme Corbeanu. Oui, mais c'est comme ça dans leur guide de prononciation. Non, mais on lui a demandé. Puis il a dit à un gars, il a dit à notre producteur, Laszlo, il a dit c'est Corbeanu, parce que c'est roumain. Il a dit à Luke Wildman de TSN, c'est Corbeanu. Puis il a dit à une autre affaire différente aussi. Ça, juste pour vous dire, pour les descripteurs, ça nous met en rogne parce que tu fais que mon gars, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton vrai nom? Tu devrais le savoir. The Natural. C'est ton nom. Rudy Camacho. Il y a plusieurs encore personnes qui l'appellent Camacho. Les Américains l'appellent tous Camacho aussi, mais c'est Rudy Camacho. Puis quand je lui avais demandé à Rudy, je dis hey, quand il est arrivé, c'est-tu Camacho ou Camacho? Puis il dit ça me dérange pas, comme tu veux. Non, c'est pas comme tu veux. Tu dis comment, là? Chez vous, là. Tu vas à la banque, là. Tu te présentes comment? C'est Camacho. Bon. Pas Camacho, pas comme un macho, comme un spectacle Camacho. Mais moi, je le dis. De descripteur. Moi, je le dis comme c'est écrit dans leur guide de description. T'as raison aussi. Mais des fois aussi, dans ces guides-là aussi, c'est pas tout le temps les joueurs. C'est-tu lui qui le dit? Des fois, c'est un... Non, c'est écrit. OK. Ouais. Non, mais c'est ça. Des fois, c'est le PR, le directeur des communications. Okay. Attends, j'ai une question là-dessus. J'ai fait un match des Roses il y a 2 semaines. Yes. Puis il y a une prononciation anglophone et une prononciation francophone. Je trouve que ça vient d'une bonne intention, qui est de mettre de l'avant le français. En même temps, il y a comment la personne dit son nom. Il me semble que... Non? Oui, il y a une prononciation. C'est juste... J'ai trouvé ça spécial. En même temps, il y a des accents, moi, que j'ai plus de difficulté à... Oui, mais ça devient de la prononciation. C'est ça. Mais les Américains, ils s'en foutent. Puis, en fait, les nations, je te dis, les nations un peu... J'allais dire les nations dominantes, là. En France aussi, ils francisent plein de noms. On s'en fout, là. Puis en Angleterre aussi, même chose. Tu sais, Christian Benteke, c'est pas Christian Benteke, c'est Christian Benteke. Ouais, d'ailleurs, moi, j'ai un problème, justement. J'ai tellement entendu Christian Benteke en Premier League que... En Première Ligue. Que j'ai de la difficulté à dire Christian Benteke. Hey, t'as croisé des amis du podcast, moi aussi, dernièrement? Ouais, ça, je voulais commencer par ça aussi, mais là, on a commencé par le négatif. T'as croisé les Rolés? Ouais. Ben, pas les.
Non? Raphaël. Raphaël? Ah, je pensais que Vincent, son père était là. Ah oui, son père était là. Oui, Bon, ben, c'est ça. Vincent, c'est son père. Ils ont le même nom de famille. Oui, oui. Et puis moi, Non, je pensais que c'était des frères, mais non, Vincent, c'était... J'ai oublié de faire ça. C'est vrai qu'il est en shape, Vincent. C'est tout un compliment que tu lui fais, dans le fond, s'il a l'air du frère de son gars. Mais... Puis, oui? Rien. Non, mais tu diras à Olivier, c'est Raphaël qui m'a dit ça, qu'on a croisé Raphaël et Vincent. Mm-hmm. En fait, que tu as croisé Raphaël et Vincent. Dans ma tête, c'était son frère. Vincent, c'était un nom jeune aussi. Je comprends. Puis j'ai plus parlé à sa mère que parlé à son père. Bon, voilà. Puis moi... Je m'en excuse, là, c'est pas gâché. Salutations à Mathieu aussi, qui est un ami de l'émission, qui apprécie le show. Mathieu, que j'ai croisé à Laval pour un match de ma filleule. C'est un gars de Gatineau que j'avais croisé l'an dernier aussi, qui nous écoute. Donc, Mathieu, t'es salué. Puis, tiens, j'en profite parce que les gens se posent la question des fois, hein, on va-tu leur dire bonjour ou je veux pas parler pour toi, là, tu peux bien faire ta propre promotion ou de mettre tes distances avec les gens. Mais venez nous dire bonjour. Si vous nous croisez au stade, là, vous nous dérangez pas. Puis si vous nous dérangez, on va juste faire un petit thumbs up. Puis vous aurez compris qu'on est en train de travailler. Puis c'est pas un moment idéal. Mais gênez-vous pas. On apprécie toujours que vous veniez nous dire bonjour. J'en ai croisé plein à Toronto, 4 au total. Ah ouais? Puis c'est toujours... Puis ça donne le goût de revenir faire le podcast. Mais all right. Hey, j'ai beaucoup pensé à toi. Je regarde dans mes notes. Beaucoup pensé à toi. T'es pas le premier. Parce que non. Pourquoi? Quand sur les médias sociaux, t'as une clip de toi qui parle de Jonathan Osorio puis de ce qu'il représente comme vilain, puis il s'en va d'en face de tout le monde, marqué en fin de match, célébré. F you. Écoute, bravo. Bravo pour être celui que t'as toujours été. C'est fidèle. Pour être... lui puis Richie Larea, là. Richie Larea, d'ailleurs, y a-tu... c'est-tu lui qui est embarqué? Drew Fisher, y a-tu fait un lift pour retourner chez eux après? Ou il l'avait-tu dans sa poche dans l'arrière un peu? Ouais. En même temps, c'est lui qui décidait qui se faisait sanctionner de carton jaune. Petrasso. Ben oui, mais Richie Larea qui pousse à deux mains. Voyons donc, on est où, là? Puis il est en train de faire la loi. Mais chapeau, les gars de Toronto étaient chez eux. T'as les gars de la place qui ont... Tu voyais que ça voulait dire quelque chose d'autre. J'ai quand même été agréablement surpris de voir Ivan Jaime rentrer puis tout de suite essayer de s'imposer. Après ça, t'as des jeunes, là. Escobar, Sinchuk, tu voyais que ça leur tentait de participer à un derby. Là, c'était un peu râpeux. Mais Larea, Osorio... on en prendrait plus, des gars comme ça ici. Mais ça, Larea, en même temps, il en fait trop en sélection souvent, Richie Larea. Il en fait trop. Je veux dire, honnêtement, là, tout sport confondu, c'est un des meilleurs agitateurs au monde. Oh, oui, assurément. Je suis d'accord. Bon. As-tu vu la façon dont il prend le maillot d'Escobar aussi? Ah oui. D'ailleurs, on avait peur, puis c'était le commentaire de Vincent, on a eu peur que justement ces 18 ans-là tombent dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau. Ouais. Tu sais, t'en as quelques-uns qui se sont pris des cartons, puis... Ouais. Puis Drew Fisher, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai été un peu déçu là, de son arbitrage, parce que lui aussi, il est tombé dans le panneau. Là, première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été un peu plus allège. Même tout le monde s'est mieux comporté en deuxième mi-temps. Mais Marco Donadel, il débarque deux gars qui ont des cartons jaunes aussi. Là. Ouais, c'est pas pour rien. Ouais. Bref. Non, mais je veux juste dire par rapport à tout ça, parce que tu as touché sur Ivan Jaime. Je vais commencer par la fin. Vas-y. Montréal est quand même une des deux équipes éliminées cette saison. Je pense qu'il y a une lune de miel en ce moment, ou du moins les gens sont contents, puis on retrouve un peu d'amour envers le bleu, blanc, noir. Je suis super d'accord, puis je serais le premier à demander ça ou à le suggérer aux gens à ce moment-ci. Il y a un mix. Mais j'ai l'esprit de contradiction, tu me connais. En même temps, faut pas oublier les standards aussi. Faut pas, parce que, tu sais... On veut-tu vraiment gagner? Cette année, on gagne pas. Là. Puis c'est pas parce que s'il a marqué son 6e but qu'on a trouvé la solution puis c'est la ruée vers l'or à ce moment-ci. C'est ça que je veux dire. D'accord? Ça va être ayez ça en tête dans mes 2 prochains commentaires qui vont être un peu... je vais un peu cracher dans ça. C'est-à-dire, Ivan Jaime, les gens étaient contents. C'est vrai qu'il a été intéressant, décontracté sur le terrain. Lui,
il est en pré-saison. Hein? Sa saison va à peine commencer, puis il va avoir 2 ou 3 mois de vacances déjà. Il va-tu trouver ça? Il va trouver le temps long, hein, s'il vous plaît. Ça va vraiment être un test sur sa discipline personnelle aussi. Puis ça va être intéressant de le revoir au camp, puis au début de saison, savoir, y a-tu le couteau entre les dents, ou à 24 ans, en changeant de championnat comme ça, Tu fais le party un peu? tu dis wow, puis tu sais, je suis où à ce moment-là? J'ai un autre congé. Est-ce que je vais aller m'entraîner à Bologne aussi? Ça, c'est un autre. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est intéressant pour lui, pour tout le monde, d'aller s'entraîner à Bologne? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est possible au niveau de la convention collective? S'entraîner, il pourrait même y aller en prêt. Tu peux pas le prêter pour un mois ou deux. Tu sais, Beckham avait fait ça dans le temps avec l'AC Milan. PSG aussi? Quand il était au... non, mais PSG, c'était un transfert à proprement dit. Non? Il était là à l'AC Milan, au moins. Puis il s'entraînait... Il est allé s'entraîner avec Arsenal. Moi, parce que souviens-toi, Marco Di Vaio. Puis Di Vaio était beaucoup plus vieux. Il était en fin de carrière. Ouais. Quand il est revenu... C'était à sa deuxième entre-saison ou c'était la première, puis il était revenu avant tout le monde, parce que justement pour lui, puis les Italiens sont assez à cheval, il trouvait ça beaucoup trop long, puis il était revenu comme un soldat. Il était vraiment, vraiment en forme. Ça va être super intéressant. Il avait 35 ans, il n'avait pas 24 ans. Mais je sais, c'est ça que je te dis. Il se connaissait mieux, puis il savait ce que ça représentait pour lui d'avoir une aussi l'entre-saison la plus longue qu'il a jamais eu. Là, lui... Il va avoir eu 2 entre-saisons en 2 mois. C'est ça, en 3-4 mois. Avec 2 mois entre les deux. Ça va être super intéressant. C'est pas beaucoup de soccer en 6 mois, en 8 mois. C'est là où ta synergie avec Bologne, là, elle vaut quelque chose. C'est là où l'envoyer s'entraîner, ne serait-ce que s'entraîner avec Bologne. Puis peut-être même juste là peut-être pas en janvier pour la reprise, mais allonge, réduit son entre-saison en allongeant sa saison. Moi, je serais tout à fait pour ça. Parce que aussi, puis c'est normal de s'enthousiasmer, les gens, wow, Jaime, il a pas peur, il est allé dans le dos de l'AREA et tout. Parce que souvent, plusieurs personnes évoquent l'arrivée de Piatti. Est-ce que c'est le prochain Piatti? Mm-hmm. Ça pourrait être aussi le prochain Bojan. Parce que rappelez-vous, quand Bojan arrive à 28 ans, un peu plus vieux, mais son 3e match... Rappelles-tu, il marque un magnifique but de l'extérieur de la surface contre Toronto, de l'intérieur du poteau face à Vesberg. Puis après, on connaît la suite pour ce qui est de Bojan aussi. Fait juste dire, tempérons nos ardeurs. Puis parce que je me disais, va falloir faire un commentaire sur Yohan Jaime, puis as-tu aimé son entrée? Il n'y a pas personne qui peut dire, c'était pas une bonne entrée. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ça a été une entrée super intéressante, barre transversale. Le gars a des qualités. Le gars d'égalité sur 20 minutes, est-ce qu'il y en a sur une saison complète? Surtout dans les circonstances qu'on vient de nommer. Je pense que tu fais bien d'être précautionneux. La comparaison avec Bojan, oui, dans l'évolution de ses performances, là, mais non. Pour une raison, c'est que Bojan, il cadrait nulle part dans le projet de Rémi Garde. Mm-hmm. Quand il débarque, je le répète à chaque fois, là, mais ça remet en contexte, Rémi Garde nous avait fait une liste d'épicerie de quoi? 5, 6 profils qu'il cherchait. Il voulait vraiment recruter beaucoup de joueurs puis beaucoup de types de joueurs. Bojan était absolument pas sur cette liste-là. Pas juste son nom, là, mais son profil de joueur. Puis je vais toujours me rappeler, c'était Rémi Garde, Bojan et... Qui était là? C'était-tu Joey lui-même ou c'était un directeur sportif qui était là? À la conférence? Quand Bojan a été présenté. Je me souviens pas qui était là. Mais Rémi Garde était là un peu comme une plante verte parce que c'est pas lui qui était impliqué dans ce projet-là, mais c'était lui qui allait le coacher. Quand on lui a demandé, il a dit, quand on m'a informé que Bojan était disponible, j'ai compris que c'était pas une opportunité à côté de laquelle on pouvait passer. Mais ça veut dire que moi, je sais pas où je vais le faire jouer, puis je sais pas ce que je vais faire avec ce gars-là. C'est pas la même chose. Quand t'entends Marco Donadel dire « c'est le profil qu'on n'avait pas », c'est l'ailier gauche dont je paraphrase un peu, là, mais dont je vous parle depuis la 6e journée, qui n'existe pas dans mon équipe. Tu l'entends aussi clairement que ça dans le discours de Donadel? Non, mais il a Donadel l'intérimaire? Il a dit c'est un profil qu'on n'avait pas. Ouais. Ça, il y a plein de profils qui n'ont pas aussi. Non, mais il ne dirait pas on n'a pas d'attaquant de pointe. Il dirait j'ai besoin d'un ou deux autres attaquants de pointe, mais j'en ai un en ce moment. Fait pour cette raison-là, je trouve qu'il y a une chaise beaucoup plus claire pour lui
Et ça va faire en sorte que tu vas peut-être moins le brasser d'un poste à l'autre ou douter de la hiérarchie avec sa présence dans le groupe. À voir. En passant parenthèse, les 2 premiers clubs éliminés, ce sont les 2 clubs sur MLS Next Pro. Bon. C'est une coïncidence. Tu fais mon travail pour moi. Hey, qui va écoper à terme? Qui saute avec la présence de Jaime? Parce que là, t'as Escobar, t'as Sinchuk, t'as Sealy. Bryce Duke, on s'entend, il a déjà écopé. Ouais. Bon. Mais c'est pas comme si... Non, mais Escobar, notamment... Ça va dépendre, c'est des choix, là. C'est pas comme si tout le monde disait « Ah, on a l'embarras du choix. » Attends une minute, là. Ça reste des gars de 19 ans qui ont encore à prouver, là. C'est qui est top, là. Qui sont excitants. Qui sont excitants. Ouais, mais il y a un but, là. Puis c'est pas... Non, non, mais c'est parce que les gens font « Ah, ouh! Ouais, mais ça y est, là, on ne sait plus qui faire jouer. On a trop... l'embarras des riches. L'équipe est 14e dans l'Est, là. Attends une minute. C'est pas ça. Moi, je trouve que les arguments en faveur de chaque joueur rendent ça complexe. Sinchuk, tu me dis, Sinchuk ou Sealy? Ben, Sealy, les stats parlent d'elles-mêmes. Sealy. Ouais, mais c'est pas en Sealy que tu as investi 3 millions. Ah ouais. Fait que est-ce que tu fais jouer... Sealy, tu pourrais avoir 2-3 millions l'an prochain. Bon, aussi. fait que c'était ma question. Non, je me suis pris une note tantôt. Attends. OK. Je me suis pris... Dans tes Sealy, est-ce que tu le vends cet hiver? Est-ce que tu l'échanges cet hiver? Mais non. Non? Bon. As-tu une offre? Ben, tu vas en avoir une, là. Avec les stats qui... Non, mais chacun a son prix. Puis Sealy... Mais tu vas pas revendre Escobar. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut t'en garder, là. On en parle depuis le début. Puis Sealy... C'est parce que je suis pas si attaché à Sealy. Il joue bien dernièrement, puis il s'est bien développé. Puis c'est un gars qui avait un potentiel, puis c'est un projet de réclamation qui est en train de fonctionner. Là, quand est-ce que tu le vends? Pourquoi pas? Parce qu'en même temps... Mon interrogation vient plus de... Mais si tu le vends, tu le remplaces-tu par Sealy janvier 2025, tu comprends-tu? Celui qu'on a vu en début d'année. Parce qu'à un moment, les gens disaient crème Sealy, comment ça se fait qu'il joue? Ben moi, c'est la raison. On a vu Vilsaint à Toronto, là. Il y a des gens qui opposaient les deux. La raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est que moi, je suis pas convaincu que Sealy va avoir une meilleure valeur dans les 2-3 prochaines années qu'il y a là. Écoute, il y a quoi? Il y a 4 buts à ces 5 derniers. Il y en avait 2 ou 4 en 58 ou quelque chose du genre. Ouais. C'est un truc de fou, là. En ce moment, il est sur une lancée phénoménale. T'attends peut-être à l'année prochaine, mais... Non, mais tu as raison, c'est vendre haut, mais là, c'est l'évaluation du staff sportif. Mon point, c'est que il faut quand même rentrer un gars dans un chandail, là. Oui. Bon. Non, mais okay. En fait, c'est que Dante Sealy, il est jeune. Là, il y a des stats à l'appui. Il t'a donné beaucoup de minutes. Est-ce que tu es capable de l'échanger contre un vétéran? Parce que moi, je pense que Dante Sealy, là, en termes de personnalité, tu regardes Sinchuk, je veux pas dire que Sealy ne travaille pas défensivement, là, mais Sinchuk, Escobar, ils ont une personnalité que Dante Sealy a moins. C'est ce que je vois de l'extérieur. Je connais pas la vie dans le vestiaire. C'est des gars de 18 ans, là. Mais il a été exposé. Oui. Mais en même temps, dernièrement, défensivement, parce que dernièrement, c'est ses stats. Il travaille défensivement. C'est un peu chien ce que tu dis, parce que la différence, le biais qu'on a, c'est qu'Escobar, on l'a pas vu souvent. Il y a 3 départs. T'as raison. Puis Sealy, on l'a vu pendant les phases creuses du CF Montréal. Fait que pour être juste envers lui, c'est 2 poids, 2 mesures. Là où je vais en venir, c'est que c'est le plafond. Puis il faut que tu les côtoies au quotidien pour savoir le plafond de ces gars-là est où. Puis Sealy, je me dis, si tu étais capable de l'échanger contre un gars avec plus d'expérience, un gars capable d'encadrer, parce que là où je veux en venir, c'est que Sealy sera pas encadrant pour les autres. Sealy va être performant pour lui-même, puis c'est bon pour l'équipe, c'est tout à fait correct comme ça. Là. C'est absolument pas une critique, au contraire. T'étais le premier à dire au début de l'année, puis j'étais d'accord avec toi, c'est un gars qui part fort, puis après ça s'essouffle. Là, ça a parti correct, ça s'est essoufflé, et puis... Il est peut-être parti pour de vrai, c'est ça la question. C'est ça qu'il va évaluer. Bref, c'est la première fois en fin de semaine où je me suis dit, est-ce que tu considères le monnayer, puis il faut que ce soit bénéfique, là, c'est pas pour un autre projet de 18 ans, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais si tu me dis, tu sais, quand je te parle de l'embarras des riches, tu me dis, Sealy, Escobar puis Sinchuk ont toutes 21, 18, 19.
puis là, ça me prend un 30 plutôt qu'avec 2 autres jeunes. Ouais. Ça aussi, je suis d'accord. Puis si l'offre est là pour Sealy, je suis comme toi. J'ai bien peur que l'an prochain, ça recommence, puis que ça soit pas nécessairement, puis que ça soit la meilleure performance qu'il puisse avoir avec le CF Montréal. Puis c'est là, juste pour conclure, que l'intérim de Marco Donadel, je sais pas comment ça se fait, mais c'est lui là, qui a le pouls de son gars. C'est lui qui a le feeling. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre là, qui arrive l'an prochain puis qui dit « Ouais, moi, Sealy, je suis pas sûr. » Ou au contraire, « Sealy, c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché. » Ce serait le temps. Là. Tempérer les ardeurs aussi, j'ai fait ça pour Ivan Raimé. Olher Escobar, faudrait le faire aussi. C'est pas un gars de 30 départs l'an prochain à 19 ans. Là. Juste te dire, à MLS Next Pro, j'avais ses stats, j'aurais dû les amener, ils sont dans le char. Il y a 29 matchs, mais il en a commencé 12 là-dessus en MLS Next Pro. Mm-hmm. Il fera pas, là, cette année, Donadel a été... OK, Luca Petrasso va jouer 34 games. Non, c'est ça, mais... Non, mais Donadel a été précautionneux envers Olher Escobar, avec raison en partie. Bref, est-ce qu'on accélère plus? Est-ce que Donadel aurait pu un peu plus accélérer ou le faire jouer plus vite? Plus tôt. Ou commencer plus tôt, Escobar? Ils ont été précautionnés avec lui, avec raison. Il y a 18. Ah, t'avais encore l'an prochain, c'est pas 30 matchs. Là. J'insiste, là, nommez-moi des gars de 18 ans, 19 ans qui jouent 30 matchs en MLS puis qui font la différence. Escobar, c'est peut-être 15 départs, 20 départs l'an prochain, puis c'est une progression aussi. C'est pour ça que je dis, écoute, là, c'est comme si Escobar, Sinchuk, ça y est, on a une équipe de feu, là, on a Liverpool entre nos mains. Non. Puis moi, c'est pour ça que je considère... En termes de casting, je te suis. Si tu dis, tu vas chercher un... Puis là, il est probablement trop vieux, là. Mais tu sais, un gars comme Fafa Picault, là, que tu le sais exactement ce qu'il va te donner. Il connaît la ligue. Il est capable de jouer à un paquet de postes différents. Puis il va t'acheter la flexibilité, peut-être, pour justement mieux encadrer puis donner les bonnes minutes de jeu puis la bonne quantité de temps de jeu. Escobar et Sinchuk. Exactement. Moi, c'est ça ma réflexion. Ça me va. Bon. Tiens, c'est ce segment-là qu'on pourra, les gens qui écoutent le podcast pourront le détacher s'ils me trouvent trop pisse-vinaigre, comme dirait l'autre. Mais j'ai entendu Thomas Gillier. C'est une autre chose que les gens aiment entendre de Thomas Gillier, c'est sa communication. Je t'en parle parce que t'en as parlé la semaine dernière. Tu disais, il a promis une victoire, il faut jouer. Là, il a dit en conférence d'après-match, 15, 13, 12, 10, ça m'importe pas. Moi, je veux être top 10, top 5 en MLS aussi. C'est ça mon objectif. Moi, j'aime ça. Attitude conquérante. Mais... ça reste des paroles. Non? Ouais, mais c'est ça que je m'en viens, là. Quand je te parle, puis je te renvoie au début de ce segment-là où j'ai dit c'est quoi nos standards? Gillier, très bien qu'il dise ça. Puis c'est bien, j'espère justement que c'est un empêcheur de tourner en rond, mais le gars a 21 ans. L'an prochain, quand il sera dans la panade, comme cette équipe-là a été, avec un changement d'entraîneur, des gars qui jouent pour eux-mêmes parce qu'ils se disent « je suis dans le plan ici », quand en juin, il va falloir dire à un gars de 30 ans de se bouger le cul, quand il va falloir dire à l'entraîneur « hey, c'est pas assez bon, let's go », quand il va falloir dire au directeur sportif « on n'a pas assez de talent », le gars qui a les clés de son contrat, puis les clés de Bologne notamment, il va-tu avoir la même façon de faire? Puis il va-tu être aussi... C'est pas sa job, ça. Non, mais en même temps, est-ce que... Il a 21 ans... Mais justement, que vaut un discours comme ça, si ce n'est que... Ben moi, je sépare... OK, c'est super intéressant. Moi, je sépare le terrain de la direction sportive. Par rapport aux commentaires de Gilly? Oui. OK. Parce que là, moi... Peux-tu expliquer un peu? Ben oui, mais c'est pas lui qui va dire on a besoin d'ici, on a besoin d'aller recruter ça. Oui, peut-être qu'il peut donner son opinion là-dessus, là, puis elle vaudra ce qu'elle vaut en fonction de son discernement. En juin prochain 2026, si l'Impact est 15e dans l'Est, il va te dire on n'est pas assez bon, ça nous prend des renforts? Ben, moi, je te dis, moi, j'entends Laurent Simon. Puis je pense que oui. OK. Mais c'est là que j'aurais... J'espère... excuse-moi, je t'interromps encore, mais prends ça en note. En juin 2026, s'il y a à faire ça, puis il le fait, j'espère que je vais avoir la... Mais pourquoi ce serait à lui? Moi, ce que je veux dire, c'est que je m'attends pas à le voir partir en croisade pour s'assurer qu'il passe un message, mais quand on va y poser une question, il va répondre. Puis Laurent Simon, c'était ça, là. Laurent Simon, là, tu sentais pas qu'il était ultra calculé dans son positionnement de message. Mais quand il se faisait poser une question, puis tu savais, je pense, quand tu travaillais au com, si ça brassait un peu, c'est peut-être pas le premier. Tu sors plus un Samuel Piette qui est plus diplomate qu'un Laurent Simon.
ou un Patrice Bernier à l'époque. Tu me dis ça, puis je reviens, les ateliers que j'ai faits aux jeunes de l'académie, je disais, invente-toi pas une personnalité, sois toi-même. Puis si t'es gêné, c'est pas grave, on va t'aimer comme tu es gêné, puis ça va être ça. Tu parles de Samuel Piette. Samuel Piette, c'est un bon gars, je pense. Puis c'est ça, c'est une force. Ouais. Puis Gillier, justement, c'est un empêcheur visiblement de tourner en rond, dans le moule probablement de Laurent Simon. Tu me dis, c'est-tu à lui? Moi, je te dis juste qu'en ce moment, les gens, puis avec raison, sont contents de l'entendre parler comme ça. Moi, le bémol que je mets, c'est que c'est un peu comme dire en ce moment, parler de cette manière-là en ce moment, c'est un peu comme dire que je suis pour la paix dans le monde. Facile à dire. Non, top 5. Non, tu pourrais. Ben, puis là, je sais pas à quel point il est conscient de la gradation, mettons. Tu sais, top 5, à la limite, c'est un peu weird parce que ce que tu veux vraiment, c'est top 4. Top 4. Tu sais, fait que je sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Parce que sinon, lui, dans sa tête, c'est un esprit. C'est ça. On est des bons de la Ligue. Exactement. Puis tu sais, c'est le premier tiers. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis ça va aussi dans la foulée de ce que la haute direction dit depuis sa lettre. On veut gagner. Tu sais, là, on a un casting d'un gars, puis ça veut pas dire que c'est pas par opposition à Jonathan Sirois. C'est juste que c'est les genres de déclarations qu'on a peu entendues au cours des dernières années, que ce soit Sirois ou n'importe qui d'autre. Puis je pense que c'est aussi par opposition à ce qu'on... Tu sais, quand Victor Loturi, Luca Petrasso ou même Joel Waterman... c'est un peu drabe. Puis là, t'as lui qui débarque, puis à toutes les fois, il y a comme un liner. Il est le Marc Dos Santos des gardiens de but au CF Montréal. Non. Super. C'est super. Puis moi, je veux pas... Puis sa vie. Don't rein it in. Tu sais, je veux pas que tu ajustes ton enthousiasme. Je veux pas que tu mesures ton ambition pour que d'un coup, qu'en juin, Fred et Olivier disent, ben tu vois ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça. Tout le monde, let's go, là, level up au lieu d'essayer de hedge your bets. Je sais pas c'est quoi en français. Puis c'est pas à un kid de 21 ans de construire l'effectif, mais le kid de 21 ans, il a le droit d'avoir de l'ambition aussi. Puis moi, je suis tout à fait correct avec ça. T'as raison. Puis en même temps, je devrais magnifier ça aussi, même si c'est facile de dire. Harnacher ça, je suis contre. C'est beau, puis j'espère qu'il va rester... En fait, c'est ça mon point. J'espère qu'il va rester comme ça, Thomas Gillier. Puis là où tu as raison, c'est qu'il n'a pas encore vécu de vraie adversité. Il est rentré dans de l'adversité, mais il a représenté un vent de fraîcheur, puis tout le monde l'apprécie. Lui, il a été bon. En même temps, tu passes tout droit sur Brynildson, puis Toronto marque, on ne sait pas trop. Tu sais qu'il n'a jamais joué... ils nous ont dit qu'il n'a jamais joué vraiment en cours de sa vie. Ça paraît pas. Tu l'aurais pas su, là? Non? Ben... Un premier match. Ouais. Des fois, Non, je sais ça, mais le premier match, moi, j'ai mis ça sur le compte de... T'es dans un nouveau système, puis tout ça, mais il a pas l'air d'un gars... Sébastien Breza avait plus l'air d'un gars à qui on n'avait jamais vraiment demandé de jouer court puis jouer au ballon avec ses pieds, plus que lui. Peut-être. Mais ça me fait penser à Manchester United, on en parle, tu sais, qu'est-ce que tu veux dans ton gardien de but? Mm-hmm. Puis après plus de presque 20 ans de couverture de soccer, je vieillis, mon gars, presque 20 ans, mon goaler, OK, on ouvre les lignes. Mon goaler, là, je le veux... moi, le meilleur gardien de but que j'ai jamais vu, je pense, c'est Oliver Kahn. Puis c'était pas un gars qui relançait nécessairement au pied. Mais ça, c'est ouais, c'est ça, c'était ça. Pré-Manuel Neuer. Ouais, c'est ça. Tout a changé. Même à ça. Manuel Neuer, c'est... Okay. Je peux pas être contre la vertu, là, c'était bon pied. La première affaire que tu veux, c'est qu'il domine, qu'il a un charisme dans sa surface de réparation. Au-delà du shot stopper, c'est, moi, je veux qu'il... des ballons aériens, parce qu'il y a des shot stoppers, il y en a partout. J'ai enregistré une émission en route vers la Coupe du Monde avec Patrice Bernier. Là, c'est pas encore sorti. Je scope un peu de contenu. Mais je lui ai demandé, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la personnalité? Il dit, moi, je veux un gars que quand tu le regardes, t'es confiant. Il y en a qui vont l'être en étant calme, en parlant pas, mais en sortant, puis tu dis, OK, le patron, il est là, chaque fois qu'on a besoin de lui, tu l'entends pas venir, mais bang, il vient tout régler. T'en as d'autres
pour qui c'est engueulant. Ils ont toutes leur... Mais il faut que tu le sentes. Oui, exactement. Thomas Gillier, c'est ça. Là. Ouais. Je veux dire, ça crève les yeux même. Après, ça va-tu devenir un excès de confiance? Ça va... Tu sais, Maxime Crépeau, là, c'est un gars confiant. Il fait des erreurs. Là. Il y a des fois où il va, puis c'est comme... Es-tu sûr? T'sais, il se casse la jambe comme ça, un peu en calculant pas, puis en disant, moi, j'y vais, je rentre dans le tas. Thomas Gillier va avoir un peu de ça. Sa sortie sur Brynildson... Écoute, c'était approximatif de chez approximatif, mais il est là, il sort, puis il est convaincu dans ce qu'il fait. Il est convaincu dans ce qu'il dit, puis ça, je pense que c'est précieux, particulièrement pour un gardien. On est rendu où, là? Il me reste des 2-3 affaires de calepin, de notes. Vas-y. Est-ce que c'est décevant de ne pas avoir de Canadiens en équipe nationale? T'as 4 gars sélectionnés. Célie, Morales, Gillier, pas avoir Escobar. de Canadiens du CF Montréal en équipe nationale. Oui, exact. T'as la moitié de l'équipe qui sont des anciens du CF Montréal. Ça, c'est à célébrer. Puis le fait que t'en as encore 4. Hey, t'en as toujours 3-4 en équipe nationale. Ça, avec une équipe qui vend constamment, c'est quand même... je comprends que ça va pas bien, là. Les résultats sont pas là. Je suis d'accord avec toi. La saison, c'est une saison de misère où t'es même pas passé proche de tes objectifs. Mais t'as vendu, puis tu continues d'avoir 4 gars en équipe nationale. Ouais. Je sais pas. Je trouve que ça vaut juste la peine de... Mais si tu compares à la Ligue, c'est pas... Chaque équipe a quelques joueurs en équipe nationale. Là. C'est pas surperformance. Ouais, mais ils ont payé combien pour les avoir? Puis... Ouais. Je sais pas, là. Toi, tu réussis à placer des gars en équipe nationale. Est-ce que c'est un gage de succès? Parce que c'est-tu la même chose d'avoir une équipe un joueur en sélection canadienne et américaine versus Trinité Tobago et le Guatemala? Sans rien enlever, ce sont des... Très bon point. Mais dans tes séries, quand il s'en va en équipe nationale, puis s'il en plante 2, il continue à prendre la valeur. Exactement, oui, ça c'est sûr. Puis c'est pour ça qu'on parlait de Waterman, c'est un international canadien quand même. Exact. J'ai terminé. Non, mais ça va être intéressant. Je parlais des MLS Next Pro, puis t'en parles depuis le début. Non, moi, j'en parle plus, là. Je suis tanné. Non, OK. Non, mais on va être capable de placer du monde, tu sais, puis c'est ça. Matty Longstaff. Oui. J'ai parlé... C'est sorti, je pense, à Amine sur Twitter, le mis. Mais j'ai parlé... super gars, en passant. Te dire que son père était joueur de hockey. Je dis ça parce qu'on est à BPM puis que la saison commence. Fait que s'il cherche des sujets... Et son père, c'est David Longstaff. Il m'en a parlé longtemps parce que aussi il vient voir les matchs de hockey puis il est allé voir les Maple Leafs. Mais son père aussi a un bon ami qui est assistant entraîneur avec les Pete de Peterborough. Jeff Best, t'as rappelé Jeff Best, qui est les Pete de Peterborough. Chris Pronger, oui. Bob Gainey, entre autres. Qui? Bob Gainey. Bob Gainey. David Longstaff, le père de Matty Longstaff et de Sean Longstaff, le joueur de Leeds United, en 1993-94 a marqué 55 buts en 57 matchs dans la British Hockey League. Il jouait pour qui? Les Whitley Warriors. Mais... À Whitley? Yes. Sais-tu, c'était à 55 buts, ça le plaçait combien dans son équipe? En 55 matchs? 57 matchs, pardon. 55 buts en 57 matchs. Troisième. Quel rang des marques? Exactement. Il y avait un certain... Écoute, c'était juste pour le fun. Un certain Scott Morrison, un Canadien, qui cette année-là a marqué 97 buts en 49 matchs avec les Whitley Warriors. Tu te dis... C'était-tu le bonhomme en plastique d'un but que j'avais dans Ruelle, sa galerie en arrière chez nous? Oui, Mr. Goalie. Nous autres, on l'avait aussi. Oh, il snappait dessus, mon gars. Les Whitley Warriors, avec Scott Morrison, 97 buts, et David Longstaff, 55 buts, ont fini à combien de points de la tête cette année-là? 15e. 28 points de la tête, à peu près 6e dans leur division. C'était Belfast qui torchait la ligue. Il est-tu anglais ou canadien, son père? Anglais, il a joué avec plusieurs matchs. Au hockey, je pense qu'on ne prend pas le nombre de sélections nécessairement. Non. Il a joué avec l'équipe de la Grande-Bretagne, dans l'équipe nationale de la Grande-Bretagne. C'est un bon joueur, je pense. Mais tout ça pour dire que... voilà. Très bon. Ça, c'était une note. Une autre note. On parlait des rentrées de touche depuis tout à l'heure. En fait, depuis... ça fait longtemps. Les rentrées de touche entières offensifs. Tu sais,
c'est un staff, je veux juste souligner, parce ça aussi on en parle, je pense que c'est un staff intéressant avec Marco Donadel, une équipe d'entraîneurs qui sont intéressants et qui sont appliqués et qui sont méthodiques. Au camp, on a vérifié aussi, on a regardé qui était en mesure de faire de longues rentrées de touche. Sais-tu qui était le meilleur ou celui qui aurait pu prendre le plus de rentrées de touche dangereuses puis qui se rend assez loin dans la surface de réparation? Au camp? Je t'ai-tu déjà dit? Ouais. Ouais. Mais... C'est ironique un peu. Ah ouais, tu me l'as dit. C'est Sunusi Ibrahim qui aurait été le meilleur pour faire des longues rentrées de touche. Et lui, ce qui est cool, c'est qu'il aurait pu se faire une rentrée de touche, courir super vite puis gagner de la tête en championnat canadien. Peut-être avec Wrexham. Ouais. Hey, Jackie Marshall-Roddy aussi, là, qui a de l'intérêt. Qui a de l'intérêt en Europe. Ça, s'il s'en va, là, quel move! T'es un peu béni des dieux aussi. Ouais, mais écoute. T'as un problème de régler. Quel move? T'as un problème de régler déjà, mais tu l'aime à Charlotte. Hein? Il l'aime. Non, mais c'est ça que je te dis. Puis, en même temps, je comprendrai jamais vraiment c'était quoi le but de cet achat-là. T'achetais juste un actif? Les deux. À l'époque. Ouais, mais pourquoi si rapidement? Ça faisait du sens à 3. C'est un gars rapide. C'est un gars qui est capable de répéter les efforts à droite. Tu changes de système. Tu changes de système, puis le Donadel dit j'en ai trop. Je pense que oui. J'ai besoin. OK. On en a parlé aussi au podcast. À l'époque, on disait il jouera pas. Ouais, je sais, mais. En arrière droit, c'est pas un arrière droit. Ben, Guboglo non plus. Là. Ouais. Mais Guboglo, en même temps. Ouais. Mais Guboglo, c'est un jeune qui va prendre des minutes. Guboglo, c'est le gars qui, pour le nombre de minutes jouées, aura évolué au plus grand nombre de postes différents. C'est systématique. Il rentre à quelque part. Il rentre à gauche. Il finit ailleurs. Il finit quelque part d'autre. Ça, c'est ça. On a des chums de même. Hein? Il rentre à quelque part. Il finit ailleurs, c'est sûr. Il finit la soirée ailleurs. Puis, des noms? J'ai ça, tu vas l'aimer, puis on va peut-être finir là-dessus. Oui. On parle... C'est une direction sportive recrue, en quelque sorte, qui n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un fait, ça, aussi. Puis c'est l'expression qu'on a choisie au podcast. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé encore. Puis, on dit depuis le début, moi je dis l'archétype ou la personne, c'est Brian Bliss qui incarne ça. On dit ça prendrait quelqu'un qui connaît la ligue ou quelqu'un avec de l'expérience pour juste épauler. Pour être le Machiavel, pour être le cardinal de Richelieu de Luca Saputo, notamment. Il y a un gars qui m'a dit la meilleure personne pour aider Luca et Simone. Attends, c'est un Québécois? Oui. C'est un Québécois? Laisse-moi... Je cherche pas loin. Parce qu'à chaque fois que tu me dis « je cherche pas loin », c'est Valerio Gazzola? Nick DeSantis. C'était un hot take. Je trouvais qu'il me dit « Aïe, tu diras ça dans ton podcast. » C'est une suggestion d'un auditeur. Puis toi, tu fais quoi avec ça? Je vais à la pause commerciale. On n'a pas de pause là-dedans. Mais moi, je pense que Nick peut avoir énormément de valeur pour partager... Non, pour vendre des projets, là, il était sans égal pour vendre Montréal. Non, mais même pour... Tourisme Montréal, si vous nous écoutez, appelez Nick DeSantis, mon gars. Non, mais même pour expliquer les dynamiques, je pense que Luca Saputo commence à avoir assez de contacts, si c'est pas d'expérience, pour savoir quel piège éviter puis tout ça. Je pense que Nick a probablement beaucoup à apporter. Si tu le ramènes là, pour moi, je pense qu'il y aurait trop... premièrement, là, il est pas sur le mur de la renommée parce que pour cause de... Ah non! Oui. Non, mais là, il s'en viendrait comme... Je pensais que ça te ferait rire aussi. Je pense que cette personne-là aussi se disait que ça te ferait réagir. Moi, je pensais que tu parlais je sais pas, d'un Valerio Gazzola. Non. Oui, le projet Mur de la renommée, mais pour ça, non. On n'est pas dans le bon casting. Mais salutations à cette personne que tu me... J'étais pas contre. T'es-tu sérieux? Je te jure, tu me connais? Pour le ramener au club? Mais là, tu peux pas me laisser là-dessus. Là. T'es en train de partir... Pour le ramener au club. Non, mais il y a des dynamiques, puis lui apprendre... Justement, tu veux plus ces dynamiques-là. Là, c'est qui est en coulisses? On va t'envoyer quelqu'un au micro en avant, là, mais dans le fond, c'est du gros marionnettisme en arrière. Tu veux pas ce feeling-là. C'est exactement ce que tu aurais l'impression qu'il se passe, non?
Puis là, à tort ou à raison, je sais pas, mais c'est les perceptions. Tu es en train de commencer à changer les perceptions. Le nom dont je vous parle depuis le début, Brian Bliss, qui est un ancien directeur sportif. Il est allé avec les Revs. Il a fini assistant à Peter Vermees avec Kansas City, puis il est en charge maintenant de l'Académie de Columbus. C'est un gars dans la soixantaine qui connaît tout le monde dans le soccer américain, puis qui est pas... Lui, il vient ici pour aider Lucas Saputo. Je suis pas sûr que dans la dynamique, elle est vraiment bonne aussi. Je pense que Nick DeSantis, il y a un rapport, on parle de passion, il y a de l'émotion dans ce club-là, puis il est capable d'être le buffer. Puis si, à sa place, c'est Lucas Saputo qui va continuer à prendre des décisions, je pense que c'est clair. Oui. Mais pour l'aider à grandir à travers tout ça, c'est pas un mauvais parrain. Mais il a connu la maison seulement. Moi, c'est ça le point. Ah, peut-être. C'est qu'à partir du moment où tout ce que tu as connu, c'est ici. Moi, je pense que c'est ça le problème. C'est un des avantages pour Lucas d'avoir connu Bologne. Mais Bologne, on s'entend, c'est le frère, la sœur ou le cousin, peu importe, là, ça reste dans la même famille. Moi, ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui a vécu une autre manière de réfléchir, une autre manière. C'est pas pour rien que quand Kevin Gilmore débarque, une des premières choses qu'il dit, parce qu'il a bien constaté comment ça fonctionne, puis il l'a vu ailleurs, c'est pas 3 victoires qui vont nous faire partir sur un high, puis c'est pas 3 défaites qui doivent nous faire piquer au fond du baril. C'est peut-être un rebrand qui va faire tout ça mis ensemble. Mais il disait ça parce qu'il comprenait la dynamique qui précédait son arrivée. Puis moi, ça prend quelqu'un qui a une expérience ailleurs, puis qui va en temps, peut-être, mais surtout en nature d'expérience, des clubs différents, des championnats différents, qui va au-delà de ce que Nick a eu comme expérience, qui est tout à fait louable. Là. Mais pour moi, c'est non, puis tu sais à quel point j'ai de l'affection pour Nick. On salue nos auditeurs. Hey, justement, parlant d'auditeurs, venez faire la fête avec nous la semaine du 22 septembre, Bruno's Sports Bar dans le quartier Rosemont à Montréal. On va vous donner les détails sur nos comptes de médias sociaux, sur celui de la commission athlétique aussi, mais on a très, très hâte de vous voir, puis on va vous préparer... On va vous faire tirer des T-shirts. Shirt. Oh, je ne sais pas si on a le droit de le dire, on va vous faire tirer des breuvages alcoolisés. Oh! Mais là, avec ce que tu as dit... Puis on va peut-être ouvrir un micro, ou du moins on va se parler, c'est sûr. Aucun breuvage sera versé backstage par Fred si vous avez écouté le début du podcast. Inquiétez-vous pas. Non, OK. OK. Salut.